pourrait nous permettre de rendre moins barbare ce genre de mot-là. On ne l'a pas du tout trouvé. Donc le seul mot le plus facile à utiliser et à comprendre, c'est la smart contractualisation. Alors, je voulais juste rappeler l'art de la conversation qu'on a lancé avec Christian. C'est une conversation juridique, c'est notre deuxième, et je remercie toutes et tous qui nous suivent. Une conversation juridique de sensibilisation qui est ouverte à tous, juristes, avocats, confrères, professionnels du droit du chiffre. Ce qu'on recherche ici, c'est une interactivité sur des sujets clés de la Web3. Dans ce sens-là, donc, on a mis au point donc, une formation qui est une formation à la fois où on va croiser les questions de NFT, de propriété intellectuelle et de smart contract. Notre conviction à nous deux et aussi notre ambition est de sortir des silos et de rentrer dans une vraie Web3. Exactement. C'est-à-dire qu'on commence à penser beaucoup plus 360 sur l'ensemble de ces sujets. Donc l'art de la conversation, c'est bien une sensibilisation pour rentrer vers la formation. Et c'est un petit jeu de mots sur l'art de la conversation parce qu'effectivement, au sein de cette formation, nous allons utiliser des outils, y compris donc de l'intelligence artificielle, et donc rentrer en conversation juridique pour mieux concevoir certaines choses et travailler sur des concepts et puis encore des cas d'usage, etc. Donc, voilà. Exactement. Et pour ajouter justement un mot à ce que le maître vient de dire, aujourd'hui à 13h30, donc dès que nous finissons notre live, vous verrez directement dans l'espace sur la page de DeepFab le lien d'inscription. Alors il n'y a que 10 places malheureusement. En tout cas pour le moment on s'arrête là. La formation débute le 17 avril. Ce sera en présentiel mais également en ligne. Et chaque personne, enfin, chaque apprenant sera accompagné par son propre mentor. Donc, ce sera pendant 4 semaines. On a préparé un contenu, on a préparé toute une architecture qui nous permette de nous assurer que chaque apprenant sera bien suivi, sera bien accompagné pour pouvoir vraiment comprendre le concept des smart contracts, le concept des NFT et comment est-ce qu'on peut s'aider aujourd'hui de l'intelligence artificielle pour être beaucoup plus performant, mais déjà pour comprendre et accompagner les nombreuses startups que nous voyons passer quotidiennement, qui viennent en disant ok, j'ai posé telle question à tel avocat, puis à tel autre, puis à tel autre, je ne suis pas satisfait, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Voilà, nous on voudrait que nos collègues, nos juristes, voilà, la famille des juristes en général, en particulier, mais en général également, les entrepreneurs, on en a formé un certain nombre, puissent vraiment comprendre combien c'est facile de pouvoir utiliser ces nouveaux outils du Web3. Donc, voilà, alors les smart contracts et la smart contractualisation, l'expérience de Christian et de moi, souvent qu'on ne sait pas trop ce qu'il faut mettre derrière. Il y a beaucoup d'idées reçues ou d'incompréhension. Donc on a pensé cette conversation juridique, on pourrait s'y attarder un tout petit peu. Et alors, donc, on se pose toujours des questions mutuellement, comme pour ceux qui ont été et celles qui ont été là il y a 15 jours. Exactement. Donc Christian, ma question, avant de rentrer dans une question de définition et tout ça, quels sont les mots-clés qui parlent de smart contractualisation? Alors, ils sont nombreux, mais je vais en prendre 4. Il y a d'abord l'obligation, ça c'est le premier point important. Nous avons l'automatisation, puis l'exécution, et enfin, je pense, l'un des plus importants, la désintermédiation. Ça, ce sont vraiment ce qu'on pourrait appeler la base
de ce que c'est qu'aujourd'hui, de la conception du smart contract, ou comme en tout cas l'un de ses pairs qui s'appelle Nick Szabo l'a imaginé il y a 30 ans, en 1994. Par contre, est-ce que cette conception va dans le même sens que le droit? Maître, pour m'adresser directement à toi, est-ce que, ou du moins, quels sont aujourd'hui les mots-clés qu'on va associer au contrat traditionnel? Alors, pour ma part, j'ai choisi 4 mots aussi. Okay. Et les 4 mots, il y a obligation. Mais avant d'arriver à l'exécution, qui partage aussi, il y a le consentement et la négociation, qui sont les piliers aussi de la formation du contrat. Okay. On aura l'occasion peut-être d'en parler un petit peu. Le consentement est au cœur de la création d'une obligation. Tous les juristes le savent. Donc, sans consentement, difficile de lier et de créer une obligation. Donc là, on voit vraiment les 4 piliers. Obligation, consentement, négociation, exécution. Voilà. Ça d'un point de vue purement évidemment juridique, de dire que je crée une obligation et que donc je rentre dans une relation contractuelle. Nous ne sommes pas ici en train de parler ni des formes exactement, si c'est oral, écrit, etc. Là, ce qu'on est en train de dire, parler vraiment du contrat dans sa conception. Donc voilà mes 4 piliers et mes 4 mots-clés. Okay. Alors, moi, ce que je constate, Christian, c'est qu'on a des mots en commun. Exact. Et donc, ces 2 mots, il y a obligation, exécution. Exact. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'entre smart contract et contract, il y a 2 mots en commun? Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça nous dit que le contrat a grandi, si je puis ainsi m'exprimer, ou est devenu plus intelligent. Je vais donner une définition de ce que nous appelons, ou du moins, voilà, de ce que nous appelons aujourd'hui le smart contract, ou bien la smart contractualisation. Donc, la smart contractualisation va faire généralement référence à l'utilisation des contrats intelligents. En anglais, ces fameux contrats intelligents s'appellent smart contracts. Et ça va se faire dans 2 cadres principaux. Dans le cadre de transactions entre une, 2 ou plusieurs personnes, mais également dans le cadre d'accords. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Alors, les contrats intelligents, je suis d'accord avec tout le monde, ce sont des programmes informatiques. Leur particularité, c'est qu'ils vont s'exécuter automatiquement lorsque des conditions prédéfinies sont remplies. On va les utiliser principalement dans le domaine ou dans un contexte dit de blockchain. Ça peut être une blockchain centralisée ou décentralisée. Et le but, ça va être d'automatiser et sécuriser les transactions ou des engagements, des accords, réduire les coûts, ça veut dire utiliser par exemple un smart contract dans le cadre de la propriété intellectuelle, par exemple le droit d'auteur, via par exemple l'usage du smart contract NFT par rapport à tout ce qu'on pourrait dépenser lorsqu'on irait par exemple voir 1, 2, 3, 4, 5 différents avocats, le coût n'est pas le même. Et surtout derrière, le but c'est d'augmenter l'efficacité des échanges entre les co-contractants. La smart contractualisation va donc permettre de simplifier et d'automatiser les processus contractuels grâce à l'utilisation de la blockchain. Donc, en peu de mots, lorsque je dis qu'il y a par exemple une diminution de coûts, ça ne veut pas dire qu'il y a tout d'un coup l'avocat ou le juriste qui disparaît. Non, ça veut dire que par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, vu qu'on utilise énormément les services d'intermédiaires, et dans ce cas, un des intermédiaires étant le juriste, eh bien,
on voit actuellement que dans divers domaines, également dans les domaines liés au droit, qu'il y a de moins en moins de recours parce qu'on a la possibilité d'utiliser un intermédiaire qui va vérifier tout ce qui se passe au moyen des smart contracts. Et cet intermédiaire, c'est la blockchain aujourd'hui. Je donne deux exemples. J'avais déjà donné un premier. Donc, le premier que j'avais donné, c'est les NFT. Aujourd'hui, l'usage de NFT permet d'ores et déjà de poser les bases de ce qu'on va appeler la propriété intellectuelle, même s'il n'y a pas encore aujourd'hui un concept unifié qui permette de définir clairement où commencent les droits d'auteur, qui les possède. Techniquement, on sait déjà qui possède les droits d'auteur parce que pour pouvoir créer un NFT, il faut avoir un wallet. Et ce wallet-là, il est nominal. C'est une personne qui va le créer et cette personne est soit l'auteur du NFT, enfin soit l'auteur de l'œuvre qu'il veut représenter, ou alors il est mandaté par le propriétaire de l'œuvre pour le faire. Le deuxième exemple est lié par exemple à la finance décentralisée. Ça peut être par exemple au sein on peut avoir aujourd'hui des assurances que je peux contracter en ayant rempli un certain nombre de conditions qui me permettront facilement de pouvoir avoir accès à une assurance pour par exemple assurer un voyage, assurer une voiture, etc., etc. Donc voici l'utilisation des smart contracts aujourd'hui comme cas usuel. On pourrait penser tout simplement au billet de train. Je prends un billet de train, c'est mon lien contractuel, et donc ce billet de train derrière, il y a bien un contrat, il y a peut-être les conditions générales de vente, sans doute, et vous avez toutes les conditions qui peuvent être générales ou particulières qui s'appliquent à la prestation de transport, mais derrière ça, on peut parfaitement blockchainiser le fait que s'il y a un retard, il y a une indemnité qui est faite. Donc c'est une exécution de ce contrat-là. Dans ce cas de figure que Chris, tu viens de décrire, on a les deux, et c'est pour le moment, et on est souvent dans une période donc, de transition, on est souvent dans ce doublon de contrats existants, et puis ensuite de smart contractualisation, mais on pourrait voir aussi qu'il y a des cas dans lesquels il n'y a que du smart contract, qui induit de lui-même d'autres risques. Donc, voilà. Donc, il y a les deux cas existent. Voilà. Exactement. Et par exemple, dans le cas des NFT liés à l'art, aujourd'hui, on a les deux cas où on voit le NFT, le fameux ERC 721, sur lequel on va beaucoup travailler durant la formation, qui est énormément utilisé. Et à côté justement de ce NFT-là, on a un contrat au sens traditionnel. Et pourquoi d'ailleurs ce contrat au sens traditionnel? Tout à l'heure, lorsqu'on citait les différents mots qu'on pourrait appeler des mots de base, on s'est rendu compte que il y a des mots communs, mais également il y a des mots non communs, divergents. Donc, maître, moi je partirais sur une question en disant, ok, on ne retrouve pas certains mots-clés dans l'une ou l'autre définition. Qu'est-ce qui souligne cette différence? Est-ce que cette différence est-ce qu'elle est importante? Alors, je réponds tout de suite par l'affirmative. Dire aujourd'hui que le consentement, dans un smart contract, il n'y a pas de consentement, a priori, je parle bien dans le code, dans le protocole informatique. Je ne veux pas dire que les smart contracts ne peuvent pas supporter un contrat, c'est le cas qu'on vient de dire, dans lequel on a bien requis le consentement donc, de la personne. Je parle dans le protocole informatique en tant que tel, nous n'avons pas de consentement. C'est un point essentiel en droit, puisqu'il n'y a pas de création d'obligation sans consentement. Et ce consentement doit être plein et entier, tous les juristes le savent. Donc, il y a un problème sur le consentement, et c'est vraiment le point essentiel dans la différenciation, mais il y a également le point de la négociation. Normalement, les contrats doivent être librement négociés, et là, dans les cas où il n'y aurait qu'un protocole informatique, sans un contrat support à part,
cela pose des vrais problèmes. Alors, Ok. ce sont les deux cas sur lesquels je voulais vraiment insister pour dire qu'il y a une différence fondamentale entre contrat et ensuite smart contractualisation. Il faut aussi préciser dans ce que tu as dit, Christian, tout à l'heure, qu'il peut y avoir des exigences supplémentaires, particulièrement en propriété intellectuelle. Si on a un smart contract qui gère par ses fonctionnalités certaines choses très bien, il va gérer owner, qui est le propriétaire, il va gérer transfer from, donc on va bien savoir qu'il y a un transfert qui s'effectue, par exemple du NFP d'un wallet à l'autre, très bien, on comprend en quoi ces fonctionnalités puissent avoir une implication juridique. Mais en matière de propriété intellectuelle, si vous n'avez pas donné, particulièrement dans le domaine du droit d'auteur, si vous n'avez pas indiqué la nature, l'étendue, etc., qu'est-ce que vous cédez réellement? Eh bien, vous n'avez donné aucune effectivité au droit. À côté des questions vraiment de droit substantiel du contrat, consentement et négociation, vous avez également des questions spécifiques qui peuvent se poser selon les différents droits qui sont concernés. Là, le droit de propriété intellectuelle, vous avez un formalisme, il faut que ce soit écrit, il faut qu'il y ait des choses qui doivent être respectées, comme la nature, l'étendue, etc. Mais de la même manière, si on prenait l'immobilier, vous avez des exigences propres dans le domaine aussi, et tout ça, ça fait que le smart contract en lui-même est seul, sans contrat, est une vraie difficulté aujourd'hui. Ça, c'est une des premières choses. Mais il y a également, je dirais, le fait que les deux ne dialoguent pas, que chacun soit un petit peu en silo. Ça, c'est aussi une vraie difficulté aujourd'hui. Au-delà du fait qu'ils peuvent être totalement en silo, donc épars, un peu éclatés. On va dire ça comme ça. Pas ensemble, dans une même cadre juridique. Ok. Voilà. Alors moi, je pense qu'on a quand même pas mal vu sur les questions de consentement et voilà, des questions de smart contract. J'avais aussi envie, aujourd'hui, au-delà de vos questions que je vous invite à nous poser bien évidemment dans un petit moment, j'avais envie de venir un petit peu sur une question d'actualité, Christian. Parce que on ne cesse d'entendre qu'on veut réguler les smart contracts. Ouais. Je pointe deux choses que j'ai relevées récemment. Vous avez le Data Act en son article 30, qui parle donc de la nécessité de poser des garde-fous, des conditions, des exigences de conformité pour la smart contractualisation. On parle de la nécessité qu'on puisse stopper un smart contract. Je voudrais que tu y reviennes, Christian, parce que le propre de la blockchain est donc une protocole informatique, c'est son caractère immuable. Donc, je voudrais bien que tu reviennes sur ça. Donc ça, c'était le premier point où je voyais qu'on commençait à parler de réguler les smart contracts. Et le deuxième point, c'était encore cette semaine où l'ACPR, l'autorité de régulation, parle de la nécessité de certifier les smart contracts, particulièrement à l'attention du domaine de DeFi. Donc, moi, ma question pour toi, qu'est-ce que tout ça traduit et pourquoi d'après toi, on va chercher de plus en plus maintenant à réguler les smart contracts? Super. Ouais, super bonne question. Je suis comme toi de très très près les avancées, enfin les avancées, l'évolution aujourd'hui des différentes positions que prennent soit au niveau des États, les différentes, au sein des États, les différentes institutions, ou bien au niveau de l'Union, également les différentes chambres, les différentes commissions, etc. Je pense qu'on va se retrouver. Bon, déjà en 2024, on a Mika qui arrive. Mika qui arrive suppose pour moi au moins deux choses. La première, c'est qu'on va créer une sorte d'équivalent de la CNIL sur le plan national.
je suis sûr et certain, dont le job sera justement de veiller à l'application de MiCA. Est-ce que ça va être l'AMF qui va s'en occuper ou bien une chambre au sein de l'AMF? Je ne suis pas sûr que... Enfin, au début, ça peut être ça. Mais je pense que sur le long, l'AMF seul ne pourra pas supporter la charge de travail. Donc, je pense qu'il va y avoir un équivalent de l'AMF qui va être... Enfin, de la CNIL qui va être créé dans le sens de MiCA. Et également un autre équivalent de la CNIL dans le sens des smart contracts. Parce que aujourd'hui, on a l'usage des smart contracts partout. Le NFT, c'est un smart contract. C'est le ERC 721 dont on va voir durant la formation. Si on prend la plupart des applications de la finance décentralisée, par exemple, que ce soit les stablecoins dont vous avez beaucoup entendu parler ces derniers temps, que ce soit les différentes plateformes, enfin la plupart des plateformes qui existent utilisent de base le smart contract. Pour les plateformes de DeFi, ils vont utiliser généralement ce qu'on va appeler les tokens fongibles. C'est le smart contract qui s'appelle le ERC20 dans la blockchain Ethereum. Déjà, il y a énormément de blockchains qui existent. Donc, autant de blockchains que de communautés. Et autant de communautés que de smart contracts. Et autant de smart contracts que de langages qui permettent d'écrire le smart contract. Donc, je pense que ça tout seul, ça va constituer un autre équivalent de la CNIL qui va venir pour faire, je ne peux pas dire pour faire de la certification de smart contract parce que ça déjà, les communautés en interne font un premier travail. Je maîtrise parfaitement la communauté Ethereum, donc je vais parler de la communauté Ethereum. Au sein de la communauté Ethereum, nous avons des standards qui existent. Il y a deux types de standards. Enfin, si je peux appeler deux types de standards. C'est un standard et un sous-standard, si vous voulez. Le standard qui existe s'appelle le ERC. Quand on arrive à donner à un smart contract le standard de ERC, c'est qu'on sous-entend que la plupart des membres de la communauté sont d'accord qu'il est sécurisé, qu'il a été certifié, et donc que dans cet ordre d'idées-là, il peut être utilisé de façon sécurisée. C'est l'exemple aujourd'hui de l'utilisation des NFT, le ERC 721. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'EIP. L'EIP, c'est un sous... Alors, ce n'est pas vraiment un sous-standard, c'est plutôt une proposition. Ça veut dire qu'on se rend compte qu'il y a un besoin dans la communauté. Par exemple, si demain, dans la communauté, il y a un gros besoin de faire un smart contract qui va s'occuper des ventes. Supposons que moi, je vais faire une vente de voiture. Eh bien, Maître caissier, tu vas peut-être faire une vente de services et on aura quelqu'un qui va faire une vente de camions, etc., etc. Donc, on va se dire, on va proposer un futur standard qui va réunir les principales clauses qui sont utilisées dans un contrat traditionnel pour pouvoir fabriquer un contrat intelligent. Et donc, on va soumettre cette proposition-là. C'est ce qu'on appelle dans la communauté Ethereum Improvement Proposal. La proposition d'amélioration du protocole ou bien de la blockchain Ethereum. Et donc, dans ce temps d'idée-là, vous avez la communauté qui a généralement entre 4 et 6 mois pour reviser ce fameux smart contract et donner son feu vert sur le fait que c'est sécurisé ou pas. Lorsque c'est sécurisé, vous avez un certain nombre déjà d'entreprises, de fondations qui sont là pour récupérer ce contrat intelligent qui a été accepté par tous, ce standard qui passe du EIP au ERC et qui est ensuite remis dans les mains principalement par exemple, il y a eu Open Zeppelin, c'est un ensemble de bibliothèques qui permettent aujourd'hui de littéralement
s'assurer que le smart contract est protégé, que les compléments qui vont au niveau du smart contract pour le faire fonctionner, ce qu'on va appeler les librairies et les dépendances sont également protégées. Et seulement après, on peut le mettre au public. On peut le rendre public Voilà. pour que n'importe qui puisse l'utiliser. Donc, Chris, ce que tu es en train de dire, c'est qu'un smart contract étant un protocole informatique, le développeur il peut partir ex nihilo et il peut écrire son code. Mais ce qu'on a compris dans l'ensemble de ces communautés qui travaillent ensemble de longue date et qui partagent et qui co-créent aussi ces standards, j'y reviendrai dans un instant, on a compris que c'était beaucoup plus intéressant de suivre un process pour arriver à un résultat qui est éprouvé entre experts. Et donc, comme il est éprouvé, l'idée, justement, en créant ces standards, c'est de proposer quelque chose que les développeurs peuvent réutiliser avec on va dire, plus de fiabilité et plus de sécurité, quelque part, technique. Exactement. Maintenant, je précise encore pour les auditeurs que ces standards ne sont pas des vraies normes au sens d'une norme. C'est vraiment un Pas travail, au sens d'une norme juridique, non. voilà. C'est vraiment un travail de process privé qui permet de vraiment éprouver une qualité de standards techniques peut-être employés et qui est à disposition dans ces différentes bibliothèques. Alors moi, j'avais un petit commentaire pour revenir au Data Act, aussi à la réaction de la CPRM, la CPR, pardon. C'était, c'est que avec les contrats traditionnellement papier, la partie data, elle est inerte. Exact. C'est pas parce que j'ai mes contrats et j'ai tous mes contrats de mon cabinet que j'arrive pour autant à savoir, je ne peux pas tout de suite dire, mais alors quels sont l'ensemble des choses, le nombre de personnes, etc. La data, elle ne vit pas, elle est en fait inerte. Avec la smart contractualisation, cette data, elle vit par la blockchain. Exact. Et donc, ça induit tout un ensemble de choses qu'on a vu avec le Data Act et qui est que au départ, on est dans un cadre sur ce qu'on appelle les IoT ou Internet of Things. Donc, c'est tous les objets connectés que nous avons autour de nous. Et l'idée, c'était les smart contracts qui puissent intervenir dans ce cadre-là. Il faut qu'on puisse nous assurer qu'il y a une bonne circulation des données. Donc, vous voyez, on revient encore une fois au rôle primordial que joue le smart contract sur cette gestion des data. Donc, on va devoir aller le contrôler. Ce qui m'interpelle, c'est un petit peu la même chose, ce qu'on dit pour l'autorité de contrôle, mais là avec une idée que pour éviter des cyberattaques, etc. Donc il faut certifier le smart contract. Donc moi ce que je voudrais quand même dire, qu'il y a, encore une fois, pour revenir à cette division entre smart contract et ensuite contrat, c'est que très curieusement dans le Data Act, au moment où le Parlement vote le Data Act, la définition même de smart contract disparaît. Exact. Et ça, c'est parce que est-ce que nous avons une définition en commun et au niveau européen sur ce que c'est le smart contract? Visiblement, c'est peut-être trop tôt. Et n'oublions pas, si on va encore une fois sur notre question de division, que la portée juridique qu'on va donner à un smart contract relève de la souveraineté de chaque État. Donc, on a ces tentatives de régulation nécessaires, pas nécessaires. Je ne vais pas trop me prononcer, sans doute, quand on lit notamment le Data Act sur ces missions, on peut parfaitement le comprendre. On voit qu'on est en train d'essayer de réguler, mais l'essentiel n'a pas été régulé. Exact. L'essentiel, ouais, c'est ça. C'est quoi le smart contract et quelle est sa portée juridique? On est encore dans le vide à cet égard. Mais peut-être que une des premières choses, je lance ça comme idée, peut-être que je vais vous laisser le débat par la suite, peut-être que l'immutabilité du smart contract était un vrai problème, parce que si c'est quelque chose d'irréversible, vous pensez bien qu'en matière de droit, vous ne pouvez pas dire j'annule le contrat, je remets les parties
repartir dans la situation dans laquelle ils étaient avant. La situation, ça, c'est impossible. C'est impossible. Donc, est-ce que ces attaques qu'on voit, où on veut absolument que le smart contract puisse avoir un killer condition pour pouvoir le tuer et qu'il soit stoppé, quelque part, c'était les mots qui ont été employés, et donc qui viennent aménager ou modifier fondamentalement ces notions d'immutabilité. Est-ce que c'est parce qu'on voudrait rapprocher les régimes à un moment donné? Je ne le sais pas, je pose la question. Voilà. Ouais. En tout cas, on est en cours, enfin, on va manquer de temps. On va répondre justement à toutes ces questions-là durant la formation qui commence le 17 avril. Donc, à l'heure où je parle, en principe, la publication a été faite automatiquement. Donc, vous pouvez aller vous inscrire. Nous, on reviendra vers les inscrits pour justement préparer toute la formation. Mais ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui, c'est que le smart contract va de plus en plus devenir une réalité juridique. Une réalité juridique parce que c'est un accord, qu'on le veuille ou non. Ok, les juristes n'ont pas pour le moment les outils nécessaires, ou du moins c'est des choses qu'on n'enseigne pas encore dans les universités. Et c'est des choses qu'on ne va pas enseigner avant au moins une dizaine d'années parce qu'il va falloir laisser mûrir tout ça. Par contre, derrière, il y a pas mal d'offres, il y a pas mal d'actions qui sont faites. Et DeepFab, justement, Maître Kessie et moi, nous sommes dans cette mouvance-là de dire il faut que les juristes, dès maintenant, obtiennent ces outils-là parce que littéralement, avec le MiCA qui arrive, on va avoir la même problématique. Une startup qui viendra vous voir en disant ok, on a développé un produit dans la finance décentralisée, on voudrait être accompagné par vous, cher maître, expliquez-nous comment est-ce qu'on fait pour assurer les relations ou bien les accords entre les parties. Eh bien, cher maître, que vous le vouliez ou non, derrière, il y a la Data Act qui dit à l'article 30 qu'il faut probablement trouver un moyen d'arrêter un accord qui est en cours, mais sur une blockchain qui est censée ne jamais s'arrêter. Donc voilà, c'est à ces questions-là que nous allons répondre durant la formation du 17 avril, en se disant, ok, c'est possible de le faire, mais maintenant, comment est-ce qu'on le fait de façon à ne pas, derrière, violer, entre guillemets, la réalité de la blockchain ou de l'écosystème actuellement. Voilà. Donc, on serait ravis d'en parler pendant des heures et des heures, croyez-nous. Mais là, on est énormément pressé par le temps. On va prendre 2 questions maximum. Déjà, on vous remercie d'être présent. Alors, nous avons un certain nombre de personnes présentes. Merci beaucoup Céline Chen qui a été justement une des étudiantes de DeepFab il y a quelques mois et qui est artiste et qui pourra, si elle veut donner son... et que je pourrais peut-être inviter Maître pour qu'elle puisse justement nous parler du monde de la propriété intellectuelle dans son monde à elle au niveau des NFT et comment est-ce que ça se gère actuellement. On a Enguerrand Denoual, on a de nombreuses personnes qui viennent d'un peu partout, des étudiants, on vous remercie énormément. On a Amadou Ali Kane qui dit la capacité aussi, maître. Je pense aussi que la capacité fait partie. Voilà, Fadel Sané, merci beaucoup pour votre ajout. Oui, on a juste choisi un certain nombre en tout cas de mon côté, j'ai choisi un certain nombre de mots-clés parce que j'estimais que c'était les plus centraux par rapport à ce qui se passe actuellement. Oui, alors, il a raison sur la question de la capacité, mais en même temps, je l'ai mis dans le consentement parce que oui. on peut dire que vous ne pouvez pas pleinement donner votre consentement si vous n'avez pas l'âge légal. Non, le consentement, la capacité est important, en tout cas, vu du point de vue de l'âge, en sachant que la blockchain résout la question assez facilement. Exactement. Voilà.
Exactement. On a Enguerrand Denoual. À ce titre, la SACEM a récemment entrepris une collaboration avec Pianity Marketplace de NFT musicaux pour utiliser les NFT et les smart contracts dans le cadre de la distribution des royalties, droits de suite, créance du titulaire des droits d'auteur. Ouais, ça c'est un autre gros problème à laquelle il faudra peut-être on pourra en discuter dans un autre live. Avec plaisir, je connais très bien Kevin Primiserio de Pianity et son modèle économique, et c'est parce qu'il était si pionnier dans son modèle économique que la SACEM l'a choisi pour justement rentrer dans ce partenariat. Mais on pourra en parler sur les questions NFT et de musique, qui est un domaine, y compris avec les droits de propriété intellectuelle, qui peut être assez complexe, on va dire ça comme ça. Vous avez noté, il n'y a pas tant de NFT musicaux que ça. C'est assez complexe, mais on pourra en parler. Exactement. Expliquer les concepts techniques NFT, voilà, on les a expliqués un tout petit peu. Durant la formation, on prendra le temps d'approfondir sur les sujets. Il y a pas mal de choses à voir. EIP, ERC, exactement. Ce sont des standards que vous allez trouver dans la blockchain Ethereum. Alors, à ce titre, si j'ai bien compris, la modification du contrat qu'on retrouve dans le contrat traditionnel est annihilée dans le smart contract. Maître, tu peux répondre à cette question-là? Alors, le smart contract, c'est une traduction juridique sur l'exécution du contrat. D'accord? Alors, la modification, effectivement, si on dit immutabilité sur un protocole informatique, on va pouvoir invoquer la force majeure ou l'imprévisibilité et toutes ces autres choses qui permettent au juge de faire évoluer un contrat en raison justement de tous ces différents événements extérieurs notamment, ou d'autres choses qui concernent les parties. Non, on ne modifie pas un smart contract, donc en tout cas dans sa nature telle qu'elle nous est présentée par rapport à son immutabilité. Donc, question à suivre, n'est-ce pas, avec l'article 30 et toutes les autres tentatives de régulation pour faire du smart contract quelque chose qui répond à des critères, notamment donc, de contrôle. Voilà. Super. Deux dernières questions. Enguerrand Denoual, pensez-vous que cet article 30 du Data Act, vu les considérants du règlement, a réellement vocation à s'appliquer à la DeFi? Il me semble, si je peux me tromper, que ce règlement aura vocation à ne s'appliquer qu'au seul contrat de partage de données ou data sharing agreement. Alors, je peux très rapidement répondre à cette question. En réalité, tout est donné. Tout est donné, surtout dans la blockchain et l'utilisation du smart contract. Donc, ça va s'appliquer, qu'on le veuille ou non. Et je pense que ça va aller au-delà même de la DeFi. Ça va non seulement s'appliquer à la DeFi, mais ça va s'appliquer à énormément de choses. Si on prend Mika, ce n'est pas parce qu'il n'y a aucun mot NFT dans Mika que Mika ne va pas s'appliquer au NFT. Mika va littéralement s'appliquer à chaque projet NFT. De quelle façon? On vous le dira durant la formation. Oui, mais voilà. Alors, je voulais juste pour compléter, Chris. Alors, vous avez eu le commissaire européen Thierry Breton qui, vu le tollé que le Data Act, l'article 30 avait soulevé dans le domaine donc, du DeFi, tout le monde a crié en disant c'est juste pas possible. Il a dit que, à son avis, ça devait être uniquement lié au IoT, Internet of Things. Cela étant, on est en attente. On est en attente de savoir quel est l'exact périmètre, mais au moment où on dit que le Data Act pourrait effectivement se limiter à sa destination initiale, on a quand même l'initiative de l'autorité de contrôle qui parle du DeFi et l'importance donc de certifier des smart contracts. Voilà, pour lutter contre plusieurs choses, les cyberattaques, autre chose. Donc, en tout cas, ouais, on pourra y revenir, exactement. Et la dernière question, puisque la fonction kill est problématique pour la technologie smart contract, est-ce qu'une fonction de mise à jour est un bon compromis? Très intéressant. Alors en tout cas, moi, je dirais juste pour la personne qui a posé cette question sur la mise à jour,
j'attends de savoir comment on va gérer la certification des smart contracts chaque fois qu'on fait une mise à jour. Ça s'appelle une prise de tête. Mais bon, c'est juste parce que chaque fois qu'on a une mise à jour, il va falloir recertifier donc son smart contract. C'est une très bonne question, la question de la mise à jour. Ouais, moi je partirais sur le fait qu'il n'y ait même pas la fonction kill. Honnêtement parlant, jusqu'alors je n'arrive pas à comprendre je comprends le motif derrière l'idée, mais je ne comprends pas la finalité parce que cette fonction qui a été proposée l'a été sans prendre en compte la réalité de la rédaction d'un smart contract. Il faut s'asseoir et rédiger un smart contract pour ressentir, ou du moins comprendre les différentes parties d'un smart contract et son fonctionnement, pour ressentir ou bien tout de suite se rendre compte que la fonction kill qui est proposée, c'est une fonction qui n'a pas lieu d'être dans un smart contract. Parce que derrière, il y a l'aspect blockchain qui a sa propre nature. Donc, cette proposition ne tient pas compte de la réalité, malheureusement. Voilà. Peut-être qu'il changera quelque chose, et ça ne s'appellera plus smart contractualisation parce que ça ne sera plus un smart contract, mais affaire à suivre. En tout cas, ouais, c'est une affaire à suivre. Maître, quelque chose à ajouter? Non, je crois que ce que je voulais juste dire, c'est que on sera ravis de vous avoir. On travaille en bonne intelligence. L'idée, c'est de créer une interactivité, de poser les bonnes questions ensemble. Et vous voyez que ce n'est pas nécessairement de trouver toutes les réponses, mais d'avoir posé les bonnes questions. C'est essentiel. Exactement. D'abord, poser les bonnes questions. En tout cas, Maître, merci beaucoup pour ta présence. Je sais que tu es super chargé. Le vendredi, c'est le vendredi. Je vous remercie également d'avoir pris de votre déjeuner pour nous suivre. Merci pour vos questions. La semaine prochaine, on aura un autre live. Si tout va bien, on vous enverra les invitations dès le lundi. Ça va concerner également la smart contractualisation, mais on est en train de voir justement, par exemple, avec les questions qu'on a eues aujourd'hui, ce qui pourrait être intéressant à mettre en avant. En attendant, le lien est prêt au sein de DeepFab. Vous pouvez vous préinscrire et on reviendra vers vous pour discuter et préparer la formation qui commence donc le 17 de ce mois. Donc voilà, on vous remercie. N'hésitez pas à poser vos questions à Christian et à moi, même en MP, voilà. On est Exactement. Et bien sûr, actuellement, chez DeepFab, en tout cas, on s'est donné un challenge, c'est d'atteindre 400 personnes d'ici le milieu de la semaine prochaine. Donc, on est à 370. Donc, on compte sur vous pour faire grandir la communauté également. Donc, partagez la vidéo, partagez les différentes publications. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions au sein de DeepFab. On se fera un plaisir d'y répondre. Et on vous dit à très très vite pour de nouvelles informations. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci Chris. Merci Maître. Ciao, ciao.